La plus grande concentration au monde de mégalithes se trouve dans le Morbihan, au sud de la Bretagne. Parmi ces monuments, on trouve des tumulus et des dolmens, dont la croyance populaire est d'y voir les tombeaux d'anciens chefs de tribus soucieux de marquer l'histoire de leur présence et leur prestige. Mais la réalité pourrait être un petit peu plus subtile, voire totalement différente pour certains tumulus dolmens. En effet, dans ces tumulus, comme celui de Saint-Michel, les premiers archéologues n'y découvrirent pas de sépulture, mais un mélange de terreaux, de cendres, de magnifiques objets en pierre polie, et des débris osseux provenant d'oiseaux, de mammifères et quelques rares débris humains. Dans d'autres cas, comme dans le tumulus du Mani Erweg, les premiers archéologues ne trouvèrent aucune trace humaine et uniquement des objets entreposés sur la diagonale de la chambre centrale de manière rituelle. Se peut-il que les tumulus et les dolmens purent servir à tout autre chose que de simples sépultures? C'est ce que notre enquête suggère, mettant en évidence un alignement de plusieurs dolmens sur une distance de près de 8 km. Chacun de ces dolmens étant positionné en suivant une logique mathématique parfaite, révélant des connaissances insoupçonnées dans le domaine des mathématiques et de l'arpentage. Le tout, à une époque où l'écriture n'est pas censée exister, il y a environ 7000 ans. Et pourtant, les preuves sont là, solidement ancrées dans la terre, attendant patiemment que des esprits curieux et ouverts daignent enfin poser un regard nouveau sur ces vestiges. Au cours de cette enquête, nous allons montrer que les peuples du Néolithique avaient déjà des connaissances incroyables en mathématiques, en géométrie et en astronomie. Ils connaissaient même avec précision le nombre pi. Ils l'ont utilisé à grande échelle dans le paysage. Les collines et les vallons suspendus entre la terre et le ciel furent le support de leur écriture. Cela fait une douzaine d'années que je fais des recherches sur les civilisations anciennes, et particulièrement celles qui érigèrent les menhirs, les dolmens, avec d'énormes pierres pouvant peser parfois plusieurs dizaines de tonnes. Il y a 6000 à 7000 ans, les humains ont entrepris dans le Morbihan un vaste chantier qui s'est étalé pendant 3 millénaires. Des dizaines de tumulus, des centaines de dolmens, des milliers de menhirs, dont certains furent recouverts par la lente montée de l'océan au cours des millénaires. Même si ce phénomène mégalithique semble mondial, nous avons dans le Morbihan le plus grand ensemble mégalithique au monde. Je me suis finalement rendu sur place dans la région de Ploarnel, près de Carnac, pour vérifier ce que les cartes et Google Earth étaient en train de me révéler. Et j'ai fait une découverte qui m'est apparue majeure. Ce n'était pas exactement ce que je voulais tester au départ, mais bien des découvertes se font ainsi de manière fortuite. Au cours de ces recherches, je voulais simplement trouver des relations cardinales et ou géométriques entre les dolmens. Par exemple, y a-t-il des dolmens qui se retrouvent sur le même méridien, du nord au sud, ou sur le même parallèle, d'est en ouest? Y a-t-il des dolmens qui se retrouvent sur un axe médian à 45 degrés, c'est-à-dire la diagonale d'un carré? Dans la zone que j'ai étudiée, il y a une trentaine de dolmens. Et j'ai bien trouvé ce que je cherchais, mais pas seulement. Je suis tombé sur quelque chose de bien plus important à mon avis. Une ligne sur laquelle on trouve 4 dolmens. Oui, 4 dolmens alignés sur presque 8 km. Cela peut sembler hasardeux, mais avoir 4 monuments sur une même ligne est très peu probable par hasard. De plus, les distances entre chacun de ces dolmens rendent la découverte vraiment époustouflante. Et comme vous le savez peut-être, nous sommes au pays des alignements de menhirs. Dans la région de Carnac, on trouve les alignements du Mennec, du Petit Mennec, de Kermarillo, de Kerlescan, de Sainte-Barbe, d'Erdeven, et même sur la presqu'île de Quiberon se prolongeant sous la mer. Ce sont des milliers de pierres en fil qui s'enchaînent sur des distances pouvant parfois atteindre plusieurs kilomètres. Mais des alignements de dolmens, cela est beaucoup moins connu, voire pas du tout.
Prenons le temps de regarder cet alignement avec ces 4 dolmens. Le dolmen de Kergazec, le dolmen de Manet-Hermort, qui est le moins bien conservé, le dolmen de Runesto, et enfin l'allée couverte de Manet-Roularde. La ligne est d'une grande précision, et 2 dolmens sur les 4 sont orientés dans la direction de cet alignement. Il s'agit des dolmens de Runesto et de Kergazec. Quant au dolmen de Manet-Hermort, il semble orienté d'est en ouest, exactement. Est-ce une simple coïncidence? Cela peut se calculer assez facilement, car dans la zone concernée, il y a une trentaine de dolmens. Et donc on peut calculer la probabilité d'avoir ces 4 dolmens sur une même ligne. Et pour ce faire, vous devez vous imaginer que vous avez une déviation maximale entre chacun des monuments qui est inférieure à 1/10 de degré. C'est dérisoire. Pour vous rendre compte, vous prenez un rapporteur, vous divisez chaque petit intervalle par 10, et bien l'erreur de déviation est inférieure à ce 1/10 de degré. Je vous passe les détails du calcul de probabilité. Ils seront publiés dans un article. Et le résultat est une chance sur 8000 d'avoir l'alignement de ces 4 monuments sur une même ligne. Ce qui correspondrait à la même réussite que de lancer les 5 dés en même temps et de n'avoir que des 6. Même s'il y avait des monuments mégalithiques qui ont disparu, dans la mesure où on prend tous les monuments existants, on détecte une architecture mégalithique qui est bien là et qui ne laisse aucune place au doute. En définitive, il y a peut-être eu d'autres alignements, mais celui-ci est bien là et il est authentique. Une telle découverte doit être rendue accessible à tous. Mais avant, il faut que l'on partage ces observations avec des membres d'une association locale. Il s'agit de la SEM, Association pour la connaissance et l'étude des mégalithes, avec notamment Howard Crowhurst. Il est le spécialiste qui me semble le plus approprié pour apprécier les faits, et peut-être m'éclairer un peu sur ce qui m'aurait échappé à propos de ces mégalithes bretons. Cela fait plus de 40 ans qu'il habite la région et presque autant qu'il étudie le sujet. J'ai dû voir plusieurs dizaines de ses conférences et il me semble évident que cela pourrait l'intéresser. Howard est un chercheur indépendant, il est l'auteur de nombreux ouvrages et de plus de 70 conférences sur le sujet. Et il a animé de nombreuses visites sur les sites mégalithiques. Retrouvons-le sur le deuxième dolmen de cet alignement. Il s'agit de celui de Manet-Hermort. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il est plus ou moins intact, quoi. C'est-à-dire que quand il y a eu l'explosion des munitions ici pendant la guerre, celui-ci étant ancré dans la terre comme ça, eh ben, il est resté intact. Et donc on a cette orientation. Donc ici on est sur un point haut, c'est le point le plus haut de Plouarnel. Et donc on a une visibilité complètement tout autour. C'est pour ça que les Allemands se sont installés. Et l'autre point intéressant, c'est qu'on est sur l'axe entre le début des alignements de Carnac et le début des alignements d'Erdeven. Et on est à peu près au milieu de cette ligne. Pas tout à fait. Enfin, la colline est au milieu de la ligne, mais le sommet est juste... Donc c'est vraiment un endroit central par rapport à l'implantation mégalithique d'ici. Voyons cela avec un petit schéma. Une ligne orientée à 45 degrés entre le début des alignements d'Erdeven et le début des alignements de Carnac passe exactement sur la colline du Manet-Hermort. Toi, tu avais déjà parlé de cet alignement, en fait, que tu avais observé depuis Kergazec. Oui, voilà. Et donc, je faisais une conférence qui s'appelait, en 2015, s'appelait le dessin mégalithique, dans lequel je montrais comment tous les monuments de la région étaient reliés géométriquement et par des mesures, tous. On voit le dolmen de Kergazec d'ici, hein, on le voit dans le champ là-bas. De Runesto à travers celui-ci, c'est en l'étend par là. Ben là, on arrive au dolmen de Kergazec. Mais je n'ai pas pensé à l'époque l'étendre dans l'autre sens. C'est ça. Voilà, c'est ce que tu as fait. Tomber dessus, voilà. Voilà. Les 4 dolmens, en fait, sont sur des points hauts sur la ligne. C'est-à-dire que si on traçait, on a visibilité théorique entre les 4 points de cette ligne, en fait. C'est ça.
Donc ça c'est intéressant, ça rejoint ce que tu dis justement sur les points hauts qui ont servi à trianguler. Oui. Et ce qui est intéressant... Donc de Runesto à Mané-Roulard, il n'y a pas de point haut entre... On a visibilité. Ah, wow. En théorie, on a visibilité. Ouais, super. Donc ça fait que les quatre, on peut avoir une enfilade où on va avoir une visibilité pour trianguler et aligner tout ça. D'accord. Je ne savais pas que Mané-Roulard, que c'était les 4 points hauts, ça c'est très important. Ouais. Allons voir maintenant David, le fils de Howard, car il pourrait aussi nous parler de ces monuments qu'il fait visiter régulièrement aux vacanciers qui viennent dans la région. Hello David. Salut Quentin. Bon, ça fait un petit moment, fidèle au poste. Bon, tu as eu le temps de regarder un petit peu ces histoires de dolmens là, qui sont en ligne là. Kergazec, les mégalithes? Ben oui, c'est ce que j'avais proposé. Bah ouais, Ça carrément. me tente bien. Allons-y. C'est parti. Donc là, on voit super bien la petite butte qu'il y a autour, tu vois, qui fait partie du dolmen en fait, la construction. Et les affleurements qui sont là, tu vois, bah, ils ont été dégagés il y a quelques années, parce qu'avant tout ça c'était envahi avec les ajoncs là. Et donc tout le site a été nettoyé et ça permet vraiment de se rendre compte que le site il est vraiment posé sur la roche-mère, posé sur le granit. Et du coup, ben, forcément, son emplacement avec cette butte artificielle qui a été mise pour renforcer le point haut, parce qu'on est sur un point haut naturel, ben, elle vient marquer le lieu très précisément. Donc, tu vois, dans le travail que tu fais de relier des points géométriques, eh ben, le lieu, il est vraiment important. Il y a le dolmen en lui-même, mais le lieu qui est choisi est vraiment important. Une question vient à l'esprit. S'il y a une géométrie, il y a probablement une unité de mesure. Afin de vérifier les mesures que nous avons effectuées avec Google Earth, nous avons utilisé un GPS centimétrique pour mesurer précisément la position des monuments et calculer les distances. Ça prend combien de temps à peu près? Bah, plus tu as de temps, plus c'est précis. Ah oui. C'est-à-dire que si on arrive à laisser suffisamment longtemps, en théorie, on peut avoir une précision au centimètre près. Alors là, c'est compliqué de dire qu'on va être au centimètre près parce que déterminer le centre du dolmen au centimètre près, c'est difficile. Ouais. Mais en tout cas, là où on va le poser, on peut arriver à avoir la précision centimétrique là où il est posé. Ouais, c'est ça. Ok. T'as intérêt à le poser dessus, par-dessus, non, pas à l'intérieur? Il faut que j'ai le moins de choses possible qui occultent la visibilité de l'appareil, quoi. Et donc après, ce qu'il faut, c'est que je relève à peu près les points où les dimensions du monument. Ouais. Pour qu'on ait une belle empreinte. La recherche de précision est une préoccupation qui peut paraître anachronique. Et pourtant, elle est bien là. Tu as déjà utilisé, toi, un théodolite ou un GPS. Oui. Et quand tu l'as fait, globalement, et que tu comparais avec ce que tu avais avec Google Earth, tu étais assez satisfait? Oui. Un théodolite est un outil de grande précision permettant de mesurer des angles dans le paysage entre les points que nous observons. Un peu comme un rapporteur sur une feuille de papier. Théodolite avec GPS, ça j'ai fait sur le tumulus Saint-Michel. Oui. Donc j'ai mis un théodolite sur le sommet et j'ai visé tous les clochers d'église que je voyais. Et je ne sais pas combien il y en avait, beaucoup. Tu vois beaucoup de clochers d'église de là-haut. Donc je les ai visés avec le théodolite, j'ai relevé toutes les mesures, puis après j'ai vérifié ce point avec Google Earth et c'était parfaitement exact. Parfaitement exact. Ah, okay. Donc j'ai fait ça il y a longtemps. Il y a longtemps, au début de Google Earth. Le résultat des opérations de mesure GPS nous confirme les distances que nous avions mesurées avec Google Earth avec une précision remarquable. Nous avons 781,70 m entre le fond et l'entrée des deux premiers dolmens. Puis 2472 mètres entre le premier et le troisième dolmen. Et enfin 7817 mètres entre le fond du premier dolmen et l'entrée du quatrième dolmen. Vous avez certainement remarqué que la distance entre les deux premiers dolmens vaut 1/10 de la distance totale. Pour des mathématiciens, il est non seulement peu probable de trouver par hasard un tel alignement de 4 dolmens, mais en plus de cela, les distances qui les séparent suivent un rythme précis et régulier.
Par exemple, 2472 mètres divisé par 781 mètres 70 donne 3,162. Et comme la distance totale vaut 10 fois la distance initiale entre les deux premiers dolmens, alors 7817 divisé par 2472 est aussi égal à 3,162. C'est le même nombre qui semble relier ces monuments par l'intermédiaire d'une suite mathématique harmonieuse. Cette régularité dans la répartition des monuments sur la ligne rend le hasard encore plus inenvisageable. La probabilité que ces 4 monuments soient alignés avec ces distances est de l'ordre d'une chance sur 10 millions. Et ça se produit quand on gagne au loto par exemple. Ce nombre multiplicateur de la distance est 3,162. Cela ne vous dit absolument rien, j'imagine. C'est un nombre irrationnel. Il est la racine carrée de 10. Nous allons y revenir, car ce nombre est lié à la géométrie. Pour moi, c'est une évidence que si on a fait des multiplications par racine de 10, c'est que le triple carré doit être inclus dans la géométrie. Le nombre racine de 10 est lié à une figure géométrique qui est le triple carré. Si j'ai 3 carrés côte à côte, qui mesurent chacun une unité de largeur, alors si vous avez des souvenirs du théorème de Pythagore, la diagonale mesure racine carrée de 3 au carré plus 1 au carré, soit racine de 10, ce qui donne numériquement 3,162. Or, Howard Crowhurst a découvert que le triple carré est exactement l'orientation des premiers alignements de menhirs à Karnak, par exemple. Ces alignements sont orientés par rapport aux axes cardinaux exactement dans l'angle de la diagonale que forme un triple carré. Donc, ce n'est pas anodin de retrouver un tel nombre ici. Et étant habitué à ce type de recherche, impulsé par Howard depuis une dizaine d'années, j'ai tout de suite pris la mesure de cette importante découverte. L'usage d'un facteur multiplicateur, qui est un nombre irrationnel, comme la racine de 10, démontre que ces architectes maîtrisaient les racines carrées et la géométrie. Le fait qu'ils soient capables de déployer la géométrie sur de longues distances montre qu'ils étaient des arpenteurs de très haut niveau, des géomètres si vous préférez, maîtrisant des compétences qui permirent aux savants du XVIIIe et XIXe siècle de mesurer la Terre avec un procédé de triangulation, par exemple. Pour cela, il faut être capable de mesurer des angles entre des points hauts et de calculer la distance entre les sommets des triangles. Puis, par trigonométrie, on peut en déduire la taille de la ligne nord-sud qui traverse ces triangles. C'est exactement comme cela que nous procéderions de nos jours avec un théodolite, par exemple. Faisons un petit résumé de la situation. Nous avons découvert un alignement de 4 dolmens, dont les distances qui les séparent sont déterminées par le nombre racine de 10, qui n'est autre que la valeur de la diagonale d'un triple carré. Si l'on place 3 carrés côte à côte, la diagonale de l'ensemble mesure racine de 10. Ceci vient confirmer que le triple carré et la racine de 10 sont des concepts mathématiques essentiels pour ces concepteurs. Ces gens-là maîtrisaient les racines carrées, et l'on peut dessiner cet alignement avec un simple compas et une règle sur le sable par exemple, ou sur une peau d'animal, un papyrus ou une feuille de papier. Voici comment. Nous voici maintenant autour d'une table. On va essayer de reproduire le tracé des 4 monuments avec une règle et un compas en respectant l'écartement entre chacun des monuments. Donc pour ça, je vais d'abord tracer ma ligne qui représente l'alignement. Je fais une longueur quelconque. Je vais marquer un point qui correspond à 1/10 de la ligne. Déjà ici, on a tracé le point de départ, premier monument, le dernier ici, et 1/10 de la distance, c'est donc le deuxième dolmen. Donc, Kergaziek, Manet-Remort, Manet-Roularde. Il nous en manque un. Et c'est celui-ci qui est le plus difficile à tracer. Pour ça, on va prendre un compas et on va tracer un cercle du même diamètre que notre alignement. J'ai donc ce très grand cercle
qui est tracé ici. Et il va nous servir à positionner le troisième dolmen. Ce qu'on va donc faire, c'est tracer une droite perpendiculaire à l'alignement, qui vient ici couper le cercle, à deux endroits, ici et ici. Et je vais tracer un triangle qui part du premier monument jusqu'à l'intersection entre la droite ici et le cercle. Je fais mon tracé. Ensuite, je donne la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire que je pars du dernier monument et je refais la même chose. J'ai donc créé ici un triangle. Et première chose qu'on peut déjà dire, c'est que cette distance-là, ici, si je la multiplie par la racine de 10, 3,16, ça nous donne cette distance-là, c'est la première chose. Et pour placer mon troisième dolmen, maintenant, il faut que je divise l'angle qui est formé par cette droite-là et celle-ci. Il faut que je le divise par 2. Pour ça, je vais le faire avec mon compas. Hop, hop. Voilà, si vous avez des souvenirs de l'école primaire, il me semble avoir appris ça à l'école. Comment diviser un angle en 2. Et donc maintenant que j'ai fait ça, que j'ai tracé mon point, je trace cette droite qui divise l'angle. Eh bien, cet angle divisé en 2, la droite, elle passe sur le troisième monument qui est Runesto, qui est maintenant positionné. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que si je viens poser mon compas maintenant sur Runesto, et que je réduis l'écartement jusqu'à ce que j'arrive au dolmen précédent, Mané remords ici, je vais tracer un autre cercle par exemple ici. Et ça c'est très intéressant parce que quand je trace ce cercle là, du coup on a un rayon du cercle qui est entre les deux dolmens ici, et bien le cercle il coupe ici cette droite et là ici il y a un autre monument qui s'appelle Rondeau Sec, le double dolmen de Rondeau Sec. Et ça passe exactement dessus. Cette distance là et celle-ci sont exactement les mêmes. Et entre les deux, en fait, on a la possibilité de voir parce que le relief fait qu'on a des points hauts ici entre chaque dolmen. Et donc s'il n'y a pas de maison et pas de végétation, on pourrait voir de l'un à l'autre. Et si j'avais tracé mon système de l'autre côté, en symétrie, pourquoi pas, ben, en réalité, j'aurais eu exactement la même chose en fait. C'est-à-dire que si je trace de l'autre côté ma droite, eh bien je vais avoir aussi un monument qui va se retrouver sur la ligne. Pas à la même distance, mais il y aura un autre dolmen, c'est celui de Kosker qui se trouve dessus. Et pour finir, cette fois-ci toujours en partant de Runesto, notre dolmen numéro 3, cette fois-ci je prends la distance entre le premier et le troisième, je refais un cercle. Et bien ce cercle, il va passer par le centre exact du quadrilatère de Krukenau, ici. Il passe exactement au centre. Donc là, si on n'a pas, je dirais, la preuve d'une intention de conception géométrique à grande échelle, je ne sais pas ce qu'il nous faudrait de plus. Vous l'avez compris, le troisième dolmen, celui de Runesto, est au centre d'une géométrie qui passe par les deux dolmens de Rondeau Sec et de Kosker. La dalle de couverture du dolmen de Runesto étant rectangulaire, je me suis demandé vers quoi pointaient les diagonales de cette grande dalle. Si on regarde cette grosse dalle vue du ciel, on va constater que c'est un rectangle qui est presque parfait. Et si on prend une ligne qu'on part depuis ce coin-là et qu'on trace la ligne jusqu'à l'autre coin, donc la première diagonale, elle va se prolonger jusqu'au dolmen de Kosker. Et ce qui est très drôle, c'est que si je vais tracer mon autre diagonale, ici, de ce coin-là au coin suivant, et que je vise, si j'avais de visibilité, j'arriverai au dolmen de Rondeau Sec. Autre chose vient confirmer tout cela. En effet, les 4 dolmens de l'alignement sont sur des points hauts, permettant une visibilité de l'un à l'autre. Le dolmen de Rondeau Sec est lui aussi sur un point haut, permettant la visibilité jusqu'au dolmen de Runesto. Cela suggère que les géomètres de cette époque ont cherché des points hauts
pour effectuer des visées optiques à longue distance. C'est exactement comme cela que procèdent les géomètres depuis les temps anciens jusqu'à nos jours. Les visées se font de point haut à point haut. Je sais que toi, tu as pas mal travaillé sur le dolmen de Rondeau Sec. Oui. Et c'est un truc qui est très important comme dolmen, il me semble. Oui. Rondeau Sec est lié à Sainte-Barbe par un triangle 3, 4, 5. Oui. Voilà, 5000 pieds sur le côté 5. Ça, je me rappelle de ça. Voilà. Ouais. Et ça joue un rôle très important dans l'organisation de tous les monuments du coin. Donc c'est un point haut. Le terrain descend de tous les côtés. Et quand je suis venu ici en 85, on voyait carrément la mer. Quand on était sur le dolmen, on voyait la mer, l'océan à l'ouest. On ne voit plus du tout maintenant parce qu'il y a eu des constructions, etc. Donc le dolmen maintenant se trouve enchâssé dans la ville. Sur la photo de Félix Gaillard, faite à la fin du 19e siècle, c'est tout seul sur une plaine, quoi, le truc. Hein. C'est ce que j'ai constaté, c'est que Runesto et Rondeau Sec sont tous les deux sur des points hauts. Oui. Et s'il n'y avait pas les maisons et la végétation de Runesto, on pourrait apercevoir Rondeau Sec. Ah oui, oui, oui. Donc c'est intéressant, c'est comme tous ces dolmens, les 4 dolmens sont sur des points hauts. Celui de Rondeau Sec qui passe les lignes de construction géométrique théoriques, il est aussi sur un point haut, quoi, Oui. et on aurait visibilité. Oui. On a plusieurs dolmens sur les points hauts. Ouais. Ce qui peut très bien montrer qu'on ajuste, tu vois, il y a des choses à longue distance et qu'on ajuste. Le dolmen de Rondeau Sec a aussi la propriété d'avoir ses deux couloirs orientés sur le lever de soleil au solstice d'hiver. Ce phénomène se produit aussi dans le grand cairn dolmen de Gavrinis, à quelques kilomètres d'ici. Mais aussi sur le grand cairn dolmen de Newgrange, en Irlande par exemple. Avoir une orientation des dolmens sur des levers solaires bien précis est une chose récurrente. Ces observations factuelles révèlent les préoccupations astronomiques de ces bâtisseurs. La distance de cet alignement est exactement de 7817 mètres. Elle vaut 10 fois la distance entre les deux premiers dolmens. Est-ce l'unité de mesure? Peut-être. Mais elle ne correspond pas à quelque chose de connu au premier abord, comme le yard mégalithique. Et pourtant, le yard mégalithique y est bien dissimulé de manière subtile. Le professeur Alexander Thom a découvert, après plusieurs décennies de recherche, une unité de mesure redondante dans les cercles de pierre en Grande-Bretagne, mais aussi en Bretagne dans le Morbihan. Il l'a baptisé le yard mégalithique. Ce que j'avais constaté sur les mesures, donc on a 7817 mètres entre donc, ce dolmen-là Ouais. et celui qui est au bout de l'alignement, donc le 4e dolmen à Mallet-Roularde. Et ces 7817 mètres, donc c'est 10 fois la distance qu'on a entre celui-ci et le premier dolmen de la série, donc le Manet-Romort, ok. Et donc cette mesure-là, qui est un peu notre mesure unitaire de 780 mètres 70, Ouais. ça, si je considère que c'est le périmètre d'un cercle, Ok. le diamètre vaut en fait soit 300 yards mégalithiques, soit 3000 selon qu'on parle d'un dixième de la Ok. distance. Ok, donc si tu prends le nord-sud de Crucuno comme le diamètre d'un cercle, C'est ça. eh ben tu auras 78,7 C'est ça. ou 17 Ouais, mètres c'est ça. sur la circonférence de ton cercle. C'est-à-dire qu'on a un lien entre la mesure de Crucuno et la mesure en fait de notre alignement, quoi. Ouais. Voici le quadrilatère de Crucuno, vu du ciel. Son côté nord-sud mesure 30 yards mégalithiques, soit 24,88 mètres. Si ce côté nord-sud était le diamètre d'un cercle, alors son périmètre mesure 78,17 mètres. Cette longueur vaut 1/100 de notre alignement de 4 dolmens. Là encore, on ne peut y voir une coïncidence. Ce que je trouve intéressant dans cette histoire de relation entre le diamètre d'un cercle, le yard mégalithique et le périmètre, c'est que je trouve que ça rejoint
ce qu'a fait le professeur Thom quand il a trouvé le yard mégalithique en fait. Mais oui. Il est allé mesurer des cromlechs et en mesurant ces cromlechs, il s'est aperçu qu'il y avait des multiples en nombre entier sur les diamètres ou les circonférences, quoi. Et ouais, c'est vrai. Et même pour l'œuf du Ménec, là, eh ben, on a le yard mégalithique dans la structure qui permet de faire ces formes circulaires. C'est vrai que c'est absolument fou de se dire qu'il a fait tout ça comme un chercheur, c'est-à-dire il ne savait pas où il allait, il ne savait pas ce qu'il allait trouver, et il a trouvé cette mesure, qui aujourd'hui à notre époque, avec nos moyens, les Google Earth et tout ça, on est capable de vérifier avec une précision absolue. Je pense qu'il aurait été content de vivre ce qu'on est en train de vivre. Ça lui aurait fait du bien. Oui, je pense, parce que c'est vrai que nous, du coup, on retrouve son travail sur des longues distances, donc ça apporte un poids considérable à ce qu'il a fait. Complètement. Cette longueur, de 7817 mètres, si elle est le périmètre d'un cercle, alors son diamètre vaut exactement 3000 yards mégalithiques. Un tel alignement ne peut se faire sans la connaissance précise du nombre pi. Plusieurs millénaires avant les Grecs par exemple. C'est simple, et cela est cohérent avec la façon dont le professeur Thom avait découvert le yard mégalithique en mesurant des cercles de pierre. Il y avait constaté des nombres entiers d'une mesure redondante sur les diamètres ou les périmètres. C'est cette mesure de 82,94 cm qu'il avait baptisé le yard mégalithique. Il y a d'autres éléments de métrologie qui sont cachés dans cette géométrie. Les présenter ici serait un peu fastidieux, mais cela sera fait dans une conférence. En attendant, on peut constater que le nombre 3474, divisé par un dixième de notre alignement, 781,70 m, donne une fraction qui est 49e. Et alors, 3474 est en kilomètres le diamètre de la Lune. Est-il possible que 781,70 m entre en résonance avec le diamètre de la Lune par l'entremise d'une fraction simple? C'est ce que nous allons voir maintenant. Car pour mesurer la taille de la Terre ou de la Lune, il faut faire de la géométrie, de la trigonométrie, et être capable de le reproduire sur le sol à grande échelle. Or, les gens qui ont installé ces mégalithes nous montrent qu'ils savaient faire cela. La fraction 49e est importante en géométrie, si l'on veut maîtriser les dimensions des cercles et des carrés. En effet, pendant des millénaires, les mathématiciens de l'Antiquité, jusqu'à une période récente, manipulaient des fractions simples à la place des nombres irrationnels avec des virgules et des décimales à n'en plus finir. L'exemple le plus parlant que j'ai compris pendant ces recherches concerne la fraction 22 par 7 à la place du nombre pi. Si le périmètre du cercle vaut 22 coudées, alors son diamètre vaut 7 coudées. Il faut lui associer une seconde fraction, qui est 99 par 70 à la place de la racine carrée de 2, qui correspond au rapport entre le côté d'un carré et sa diagonale. Si le côté du carré vaut 70 coudées, la diagonale en mesure 99. En manipulant ces deux fractions sur un carré et un cercle ayant la même largeur, de 70 coudées par exemple, nous aurons nécessairement des nombres entiers sur toutes les dimensions. Le côté, la diagonale, le diamètre, le périmètre et la circonférence seront tous des nombres entiers. Au diable les nombres à virgule sans fin. Ce principe mathématique et géométrique à base de nombres entiers explique par exemple les dimensions et proportions de la grande pyramide sur le plateau de Gizeh en Égypte. Les 220 coudées, qui sont la circonférence de ce cercle, correspondent à la demi-base de la pyramide. Et les 280 coudées du périmètre du carré correspondent à la hauteur de celle-ci. C'est simple et évident. Comment ne pas y avoir pensé avant? Or, la fraction 49e, qui est équivalente à 3474 divisé par 781,70, est le résultat quasiment parfait
de la combinaison de ces deux fractions. 22 par 7 multiplié par 99 sur 70 est égal à 49e. Concrètement, cela veut dire que sur mon carré et mon cercle, si je remplace la circonférence de 220 unités par le diamètre de la Lune, alors la demi-diagonale de notre carré mesure 781,7 unités, soit la longueur de base de notre alignement en mètres. C'est pour cela que le rapport entre la longueur de notre alignement de dolmen et la taille de la Lune est assez troublant, il faut bien l'avouer. Dans les années 50 à 70, le professeur Thom avait compris que ses bâtisseurs étaient attentifs au cycle du Soleil et de la Lune, et qu'une préoccupation visant à prédire les éclipses était évidente. Depuis, de nombreux archéoastronomes ont admis que les monuments mégalithiques sont en relation avec le Soleil et la Lune. Par exemple, on peut lire dans des ouvrages scientifiques, tels que celui dirigé par Luc Laporte. Dans d'autres cas, les orientations célestes ont pu concerner non pas les mouvements du Soleil, mais ceux de la Lune et des étoiles. Se peut-il que nos lointains ancêtres, en plus d'avoir compris le cycle des éclipses, furent parvenus à estimer la taille de la Lune? Après des années d'études des mégalithes, j'ai l'intime conviction que ces peuples étaient parvenus à calculer la taille de la Terre et de la Lune. Acquérir une telle connaissance nécessite un minimum de technologie, que nous pensons n'avoir atteint qu'à partir du XVIIIe siècle. Or, ce que nous venons d'observer ici atteste que les menhirs et dolmens furent entre autres choses disposés aussi en fonction de considérations géométriques et mathématiques. Elle atteste un très haut niveau de science, comme la maîtrise des racines carrées et la trigonométrie. Arpenter le paysage sur de telles distances avec une telle précision n'est pas une chose aisée. Cet alignement est si précis qu'il témoigne de la capacité d'arpenteurs de très haut niveau. Il y a de cela presque 7000 ans, précédant les savants de l'ère moderne. Mais nous n'avons pas tout dit. Comme Howard, j'ai pu constater que cet alignement avait une orientation particulière. Et donc, ce dolmen-là est lié à Runesto sur un axe avec une pente de 2/5. Cet angle, j'ai découvert depuis, correspond à l'axe de Versailles. Oui, c'est vrai. C'est exactement la même géométrie que celle avec laquelle la grande axe, la grande perspective de Versailles a été construite. Et donc ça correspond à un coucher de soleil le 15 août. Si l'on calcule les dimensions de ce rectangle, on constate que le petit côté mesure 2903 mètres, soit 3500 yards mégalithiques. Quant au grand côté, il mesure 7258 mètres, soit 3500 toises mégalithiques. Yard, toise, qu'est-ce que c'est? Le professeur Thom, à l'issue de son travail, avait certes découvert une mesure de base, mesurant 1 yard de 82,94 cm, mais il avait aussi noté l'existence d'une autre mesure, qu'il a appelée la toise mégalithique, et qui mesurait 2,5 yards. Or, notre rectangle de proportion 5 unités de long par 2 de hauteur nous délivre exactement le rapport entre la toise et le yard mégalithique. 5 divisé par 2 égale 2,5, c'est-à-dire le rapport entre la toise et le yard mégalithique. Non seulement la longueur de l'alignement indique clairement une relation entre le yard mégalithique et le cercle. Ensuite, de par son orientation particulière, l'alignement révèle le rapport entre le yard et la toise mégalithique. Cette géométrie avec ce rectangle de proportion 2/5 semble d'une importance capitale. On la retrouve de manière étonnante il y a 7000 ans dans la région de Carnac, mais aussi sur un monument majeur des rois de France, tel que le château de Versailles. Pourtant, plusieurs millénaires séparent ces dolmens du château de Versailles. Mais nous connaissons des exemples intermédiaires suggérant une longue transmission de cette connaissance astrogéométrique.
À l'époque gauloise, à quelques kilomètres du plateau de Gergovie, au lieu de la résistance gauloise, se dresse une capitale gauloise majeure, en haut du plateau de Coran. Ce dernier est occupé depuis le néolithique. Or, le sanctuaire de Coran abrite un temple qui est orienté exactement dans le même axe que notre alignement de dolmens et le château de Versailles. Depuis le sanctuaire de Coran, on peut voir jaillir le soleil sur le sommet d'un ancien volcan, marquant le début de la période chaude à partir de Beltane au début du mois de mai. L'angle que forme cette ligne avec l'est est de 21,8 degrés, soit l'angle d'un rectangle de proportion 2 unités sur le côté nord-sud et 5 unités sur le côté est-ouest. Cet ensemble de dolmens est un exemple parmi tant d'autres d'une astrocréation géométrique qui nous vient de la nuit des temps. Ceci nous incite à réviser sérieusement notre jugement sur nos lointains ancêtres, qui avaient déjà acquis de solides connaissances scientifiques et techniques. Ce qu'ils faisaient de ces mégalithes était de toute évidence d'une grande importance, et nous devons en prendre la mesure. Merci de votre attention, au revoir et à bientôt.